bulletin météo, les informations les plus regardées à la télévision. On sera tous finalement encore une journée très très mitigée. Celles qui tiennent en haleine un pays entier la veille d'un week-end. Il pleut pratiquement maintenant partout, des pluies modérées qui ont déjà fait leur apparition au littoral cet après-midi. Malgré les avancées technologiques, Marie-Pierre Moulignot met des bémols dans ses prévisions. Les on espère et les rien n'est moins sûr font partie de son vocabulaire. On espère éventuellement quelques timides éclaircies le long des régions frontalières, mais rien n'est moins sûr en règle Et pour générale. cause, le téléspectateur est exigeant, pas de droit à l'erreur. Malheureusement, il oublie un point important, une prévision météo n'est jamais fiable à 100%. Les téléspectateurs de temps en temps se plaignent parce qu'on avait annoncé des averses. Le temps est resté sec chez eux, donc ils estiment qu'on s'est trompé, mais c'est typique, un temps d'averse, c'est comme ça. Au niveau de la fiabilité des prévisions, quand on a un temps anticyclonique, en général, il y a moins de chances que l'on se trompe. Quand on a une succession de dépressions et de perturbations sur le pays, c'est plus difficile, l'analyse est plus difficile et du coup, on peut se tromper. Cette incertitude, Marie-Pierre la prend en compte avec l'aide des prévisionnistes à chaque fois qu'elle prépare ses cartes. D'accord. Nous sommes à l'Institut Royal Météorologique. C'est d'ici que des professionnels du temps accomplissent leur mission quotidienne, récupérer et analyser les informations météo pour en tirer des prévisions. Pour cela, l'atmosphère de la planète est découpée en cubes. Chacun de ces cubes matérialise un microclimat que les météorologistes font évoluer grâce à des équations mathématiques. La simulation terminée, les informations telles que la température et la pression sont récupérées à chaque point d'intersection. Ils aideront à la prévision. Alors bien sûr, plus il y a de cubes, plus il y a de points, et plus le modèle est précis. C'est sur ce type de modèle que planche Olivier Latine. Un modèle au nom évocateur. Là, ce sont les prévisions Aladin Belgique, obtenues par le modèle Aladin, produit par le consortium, un consortium entre 15 pays européens. Qu'est-ce que le programme Aladin ? Le programme Aladin est un programme de prévision numérique à courte échéance. Aladin est un programme extrêmement fiable pour les 2 premiers jours de la prévision. La précision au détriment du nombre de jours prévus. C'est le compromis fait par le programme Aladin. Mais malgré cela, le modèle reste extrêmement complexe. Alors pour réussir une telle mission, il a fallu se serrer les coudes entre pays européens. Direction Toulouse. 2 mois par an, Olivier se rend à Météo France pour travailler à l'amélioration du modèle. Il s'occupe de récolter toutes les informations concernant le sol et la végétation qui ont un impact dans la formation des nuages. Lorsqu'il pleut, une partie de l'eau de pluie est récupérée par les arbres, l'autre par le sol. Il est donc nécessaire de connaître ces 2 paramètres. De plus, les racines des arbres aspirent une partie de l'eau qui sera ensuite restituée dans l'atmosphère par les feuilles. Le programme Aladin prend aussi en compte ce phénomène. Là, nous voyons donc la profondeur des racines de la végétation sur le continent européen. Vous voyez que la résolution du graphique est absolument hallucinante. Les bases de données de sol et de végétation réalisées au Centre national de recherche météorologique ont été effectuées avec une résolution de l'ordre de kilomètres sur l'ensemble du globe terrestre. Par exemple, ce modèle permet de dire qu'à Bruxelles, les racines des arbres ont une profondeur moyenne de 0,2 m. Tout ce travail est coordonné par l'équipe de François Boutier, chercheur à Météo France. Nous sommes dans le bureau des prévisions. Aujourd'hui, la situation météo est critique. Un état d'alerte aux inondations vient d'être lancé. Grâce à Aladin, il a été possible de prévenir l'arrivée de pluies diluviennes. Seulement voilà, les modèles ne sont pas fiables à 100%. Ils peuvent avoir minimisé les quantités de pluie et ne pas les avoir bien localisées. François Boutier et Olivier Latine suivent en direct la situation. C'est le genre de situation qui peut conduire à des inondations et des victimes. À ma connaissance, il n'y en a pas encore eu. Par contre, il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Et il y a encore une activité orageuse au moment où je parle, très importante, qui remonte sur l'est de la France, la Belgique et l'Allemagne, qu'on voit clairement sur l'écran. Et toutes les zones en jaune et rouge, ce sont des cellules orageuses avec des pluies intenses, probablement de la grêle aussi, donc beaucoup de dégâts. Donc dans ce genre de situation, on sait qu'on n'a pas été capable de prévoir au kilomètre près l'emplacement de l'orage, mais on lance l'alerte dans les régions qui sont susceptibles d'être touchées.
C'est un véritable cas d'école pour vérifier si la prévision faite par Aladin il y a 2 jours est correcte. À gauche, les prévisions Aladin. À droite, l'image radar enregistrée en direct. On voit une très bonne cohérence. Pour cette situation, la fiabilité est de 90%. Dans ce cas, Aladin a donc sans doute permis de sauver des vies. Pour calculer ce modèle extrêmement complexe, il a fallu trouver un ordinateur suffisamment puissant. Il est situé dans les sous-sols de Météo France. À l'abri des regards, il fonctionne 24 heures sur 24. Donc devant vous, vous avez 2 supercalculateurs Fujitsu. Chaque calculateur représente en termes de force brute de calcul 1 millier de PC individuels, ce qui en soi n'est pas très impressionnant. Ce qui est exceptionnel, c'est la vitesse avec laquelle on peut mobiliser ces puissances de calcul pour faire des prévisions en un laps de temps très court. Cet ordinateur est 300 fois plus rapide que les meilleurs Pentium. Et déjà, son successeur est en cours de fabrication pour traiter les nouveaux modèles. Donc l'avenir de la prévision, ça va être le modèle Arrow, qui va être un modèle meilleur mais aussi plus coûteux, trop coûteux pour tenir sur ce supercalculateur. On est en train donc de le construire aujourd'hui pour l'ordinateur de demain qui remplacera le Fujitsu et qui devrait être au moins 20 fois plus puissant. D'ici quelques mois, le modèle passera de 7 à 2 km de résolution. Un pas de géant pour les prévisions du futur. Et la recherche va encore plus loin. Sur les toits de Toulouse se déroule une expérience dont le but est de prévoir le microclimat d'une grande ville. L'enjeu est à la hauteur des moyens mis en place par le chercheur Valérie Masson pour étudier le climat toulousain. Là, on va voir le mât de 30 mètres qui est installé par Météo France pour l'expérience Capitoul sur le microclimat urbain. Donc ce mât est installé sur un toit, 50 mètres au-dessus des rues. Et le long du mât sont installés des capteurs température, humidité, vent pour mesurer les échanges de chaleur entre la ville et l'atmosphère. Donc on va pouvoir monter, voir les capteurs de plus près. Mais avant de monter, il faut s'équiper, car les premiers capteurs se situent à plus de 3 mètres au-dessus du toit. Pour Valérie Masson, c'est de la routine. Casque et baudrier ne lui font pas peur. Pour étudier la météo, il faut parfois savoir prendre de l'altitude. Donc là, le mât a été installé en février dernier et il va rester là jusqu'au début mars l'année prochaine. Donc le but, c'est d'observer l'influence de la ville sur l'atmosphère pendant une année complète, donc avec les 4 saisons, printemps, été, automne et hiver. Nos premières observations, c'est qu'on a un comportement très différent de ce qui se passe en ville, de ce qui se passe à la campagne. On a aussi installé une station de ce type. Et on voit que la ville chauffe beaucoup plus que la campagne, en particulier en hiver et la nuit en été. Force de vent, humidité et température sont les informations récupérées grâce au mât. Par exemple, des différences de 8 degrés ont déjà été observées entre la ville et la campagne. Les matériaux de la ville sont les premiers responsables de ces excès de chaleur. Pour l'observer, nous avons placé une caméra thermique sur un toit de Toulouse. Nous avons filmé des vues de la ville en vision normale, puis thermique. Plus la couleur est jaune, plus la température est élevée. On voit que les murs et les toits sont nettement plus chauds, 30 degrés sur les parois contre 9 degrés seulement dans le ciel. La chaleur captée par les matériaux est restituée continuellement dans l'atmosphère, ce qui empêche la ville de se refroidir. Donc là, c'est une perche instrumentée qui sert à mesurer en fait les caractéristiques de l'air qui va partir de la rue vers l'atmosphère au-dessus. Donc il y a un anémomètre sonique pour mesurer les mouvements du vent, il y a un capteur d'humidité, de gaz carbonique et aussi un compteur de microparticules, des microparticules relâchées par les voitures pour voir donc, quelles sont les caractéristiques de ces particules quand elles repartent vers l'atmosphère. Ce mouvement d'air va du sol vers l'atmosphère. L'équipe de Valérie Masson l'étudie grâce à des radiosondages, c'est-à-dire tout simplement en lançant des ballons dans les airs. Ça c'est le ballon, donc, dans son plastique, que je vais déplier et puis raccorder à l'embout pour gonfler à l'hélium. Le ballon son peut s'élever à plus de 30 km d'altitude. Pour l'étude de la météo toulousaine, c'est un véritable plus pour comprendre les mouvements d'air. Bon, ça a l'air de tenir. À son extrémité, une sonde qui récupère les informations tout au long de son ascension.
Donc ces radiosondages vont permettre de mesurer la température, l'humidité, le vent et la pression au-dessus du point où nous sommes jusqu'à une hauteur de plusieurs dizaines de kilomètres. Et donc ça va pouvoir permettre de mesurer jusqu'à quelle hauteur la chaleur qui est dégagée par la ville va chauffer l'atmosphère. Donc c'est typiquement de 1 à 2 km en cette saison. Une fois le ballon lancé, il est possible de suivre en direct les informations données par la sonde. En principe, plus on monte en altitude, plus la température diminue. Seulement voilà, ici ce n'est pas tout à fait le cas. La sonde a déjà monté quelques milliers de mètres et on voit aux environs de 1400 mètres sur le graphique des températures que la température, au lieu de diminuer avec l'altitude, augmente d'un demi-degré environ pendant quelques dizaines de mètres. Donc ça, c'est le sommet de l'îlot de Chaleur au-dessus de Toulouse, à 1400 mètres aujourd'hui. Au-dessus de la ville se forme un dôme de chaleur. Cela crée une différence en température entre l'extérieur et l'intérieur de ce dôme. L'air chaud piégé descend au profit de l'air froid. Cela forme donc une faible brise, représentée ici avec des flèches bleues. Ce vent, de l'ordre de 5 mètres par seconde, est typique des grandes villes. Entre ville et campagne, la différence majeure est donc la température. Une différence qui peut modifier le bulletin météo du jour. Il faut donc l'étudier plus en détail, et là ne pas hésiter à prendre de l'altitude. C'est au centre d'aviation Météo France que se trouve un avion un peu particulier où tout est dans le nez. Bardé de capteurs, il va sillonner la ville de Toulouse. Cet avion va mesurer température, pression, humidité, et aussi des mesures de chimie et de micro-chimie, particules, aérosols, suie, des choses comme ça. Le Piper Aztec, c'est le petit nom de cet avion exceptionnel. Il peut réaliser ce qu'aucun autre ne peut accomplir, survoler Toulouse à moins de 300 mètres de hauteur. Et c'est parti pour 1h30 de vol. Le pilote est concentré, les mains sur ses manettes, il n'a pas droit à l'erreur. Car si l'avion est maniable, il est extrêmement difficile de le maintenir stable à si basse altitude. La vue est imprenable. François Grouillot profite du paysage sans perdre de vue sa mission. Au top, les mesures commencent. Un des instruments de l'avion a son importance. Caméra infrarouge thermique qui sert à faire des mesures de température au sol qui sont corrélées avec les dispositifs qui sont au sol actuellement. L'avion quadrille ainsi campagne et ville. Les données récupérées permettront de déterminer comment se forme ce fameux dôme de chaleur. Car sa présence transforme la météo des citadins. Par rapport à la campagne, en ville, il y a moins de brouillard, plus de précipitations en été, moins en hiver, mais aussi plus de vent. Les recherches se poursuivent et les résultats seront pris en compte dans les futurs modèles. Le vent dans les rues d'une ville fait aussi partie du climat urbain. Car dans certaines zones, c'est le calme absolu, alors que quelques mètres plus loin, il y a de véritables tempêtes. Ce phénomène est aussi étudié par les chercheurs. Sous nos pieds, en fait, on a la Grande Veine. C'est un canal qui fait 22 mètres de long, 3 mètres de large, 1 mètre de profondeur. Actuellement, nous avons sous nos pieds 70 cm d'eau salée avec des petites particules. Alors, ces particules, en fait, nous servent à visualiser, lors des expériences, les tourbillons. On les éclaire avec un plan laser et chaque particule, en fait, se matérialise par un petit point lumineux qui va se déplacer comme le tourbillon. Le but, étudier les effets du relief sur la formation du vent. Concrètement, une maquette est plongée dans le bassin. Deux lasers vert et bleu permettent de suivre en direct les perturbations initiées par le mouvement. Le météorologiste va disposer de cette simulation du vent, il va pouvoir la transposer dans la réalité et en déduire l'influence qu'aura la variation du vent sur d'autres paramètres, comme par exemple la température de l'air, l'humidité, éventuellement la formation de précipitations et même en zone urbaine, la dissipation ou non de polluants. La lumière s'éteint, l'expérience peut commencer. La maquette avance à 2 mètres par minute. Les mouvements sont à peine perceptibles et pourtant ils existent. Sur ces images d'archives, on peut voir une expérience identique, mais cette fois effectuée à l'échelle d'un quartier. Ici, les points lumineux représentent le vent. Ils restent piégés sur la maison située à l'extrême gauche de l'écran.
Encore à ses débuts, l'étude du vent permettra dans le futur de mieux prévoir le temps à très petite échelle. Les citadins pourront non seulement avoir le bulletin météo de leur ville, mais aussi de leur quartier. Et certains seront peut-être surpris d'être situés dans une zone plus pluvieuse que celle de leurs voisins. Nous sommes à présent à Darmstadt, en Allemagne, dans les locaux d'EUMETSAT. C'est d'ici que notre planète est prise en photo sous toutes les coutures. Cette salle de contrôle centralise toutes les informations envoyées par les nouveaux satellites météo européens. C'est donc essentiel de ne pas perdre le contact. C'est très important de voir que la salle est divisée en deux parties qui sont complètement équivalentes, de façon que s'il y a une panne, les ordinateurs de ces côtés, pour une quelque raison, ne marchent plus comme on veut, on peut basculer immédiatement les opérations de l'autre côté. En tout, c'est une centaine d'ordinateurs au service du satellite météo. Situé à 36 000 km au-dessus de nous, Paolo n'a pas peur de le manipuler. Sa mission, s'assurer que la Terre est toujours dans le cadre. Car cette nouvelle génération de satellites a la bougeotte. Il tourne sur lui-même à plus de 400 tours minutes. À chacun de ces passages, il prend en photo une ligne de la Terre. Toutes les 15 minutes, l'image est complète et envoyée au centre. C'est 2 fois plus vite que les anciens satellites. En plus de sa rapidité, il envoie une quantité impressionnante d'informations. Et il faudra aux météorologistes encore plusieurs années avant de pouvoir toutes les exploiter. Ces informations sont stockées ici, grâce à ce robot situé dans la salle des archives. Des millions de photos de notre planète sont archivées depuis 1978. Pour Paolo, ce nouveau satellite a déjà fait ses preuves. Le nouveau satellite donne 4 images dans le canot visible et 8 images dans le canot infrarouge, qui sont aussi utilisables pendant la nuit. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'on a quand même la possibilité d'exploiter l'image de la Terre pendant les heures où la Terre n'est pas illuminée par le soleil dans la nuit, en fait. La Terre vue jour et nuit sous plusieurs aspects. Voir dans l'infrarouge pour déterminer la différence de température, visualiser la vapeur d'eau ou bien la distribution de la couche d'ozone font partie des informations nécessaires pour effectuer les bulletins météo. Aux images satellites viennent s'ajouter les nouvelles technologies. Et cette fois, la nouveauté est plus près de nous. À l'aéroport de Bruxelles se trouve un radar pas comme les autres. Le fonctionnement du radar est plutôt simple. Il émet une onde suivant un angle et une direction bien précise. Dès que l'onde rencontre une cible telle qu'une zone de précipitation, elle est alors réfléchie, ici en rouge. Une infime partie est réceptionnée par l'antenne. Le radar parcourt ainsi 360 degrés, suivant différents angles d'élévation pour composer une image en 3 dimensions. Mais celui basé à Bruxelles est unique en Europe, car il est extrêmement précis. Nous avons de très bonnes données vitesse et nous avons aussi un très bon filtre Doppler, c'est-à-dire que nous sommes capables d'enlever les échos non météorologiques. Parce qu'avec un radar, vous pouvez avoir des réflexions qui viennent par exemple de buildings, de collines, donc des obstacles qui ne sont pas météorologiques. L'obstacle météorologique, c'est la goutte d'eau. L'heure d'arrivée et l'intensité des précipitations sont des informations essentielles pour les aéroports. Leur précision doit être excellente et c'est le cas de celui de Bruxelles. Une petite démonstration vaut bien mieux qu'un long discours. C'est justement ce que va faire pour nous Alexandre Allard. Donc là maintenant il est 13h15 local et on peut prévoir l'averse vers 14h30 local. Dans 75 minutes exactement, il devrait pleuvoir sur l'aéroport. Il ne reste plus qu'à attendre pour le vérifier. Ici, vous voyez, dans la réalité, la pluie que nous avons vue tout à l'heure sur le radar. Alors, il y a des cas où les gouttes s'évaporent avant d'atteindre le sol, mais comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le cas pour l'instant. Bravo, le radar fonctionne. Il est plutôt rassurant donc de s'envoler de Bruxelles. Ces prévisions du temps quasi immédiates frôlent les 100% d'exactitude. Mais ce qui nous concerne le plus, ce sont des prévisions à plus long terme. Le bulletin météo de demain sera plus local, plus ciblé et sur un nombre de jours limité, 10 au maximum. Ce sera alors à chacun sa météo.